Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est en direct ensemble pour 25 minutes. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Je vous présente nos sujets et les commentateurs juste après. Attention, gros débrief de l'ActuTech tout de suite. C'est parti pour le grand débrief de l'ActuTech. Vous êtes sur Be Smart for Change, vous regardez Smart Tech. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons l'avocate Garance Mathias. Bonjour Garance, merci beaucoup d'être avec nous. Julien Pillot, également avec nous, Bonjour. économiste, enseignant-chercheur à l'INSEC. Et on espère bien retrouver Alain Staron, qui doit être perdu sur son vélo, PDG d'Artifi, qui est censé nous retrouver. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de cette promesse de rémunération d'Elon Musk, plus de 1000 milliards de dollars. Attention s'il atteint ses objectifs, c'est quand même un bémol important. On va en parler notamment avec l'économiste de ce petit bémol, cette condition. En tout cas, si ce plan est voté, ce sera le plan de rémunération le plus généreux jamais accordé à un patron. On va aussi parler des flops. Bah oui, parce qu'il y a des flops dans la tech. On va parler de ce qui n'a pas fonctionné, tous ces produits mémorables auxquels on a vraiment cru, parce que les échecs, c'est important. C'est beaucoup d'enseignements et donc chacun est venu avec son petit échec préféré aujourd'hui. Mais on va commencer avec la grosse panne d'Amazon Web Services. C'était lundi, une panne qui a affecté de nombreuses plateformes dans le monde, qui a duré plus de 15 heures. Pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Cyril Van Nacht. Bonjour. Vous êtes de la société Keepit, qui est une plateforme de protection des données conçue pour le cloud. Peut-être rappeler pour tout le monde ce qui s'est passé sur ce dysfonctionnement et puis nous donner votre analyse déjà pour commencer, votre analyse sur cette panne AWS. Oui, donc AWS a eu une interruption de service lundi qui a duré une quinzaine d'heures et il y a eu un effet boule de neige, cascade, puisqu'il y a beaucoup d'applications, d'éditeurs de logiciels qui reposent sur les services de cet hyperscaler qui est le plus gros mondial. Effet boule de neige qui a généré beaucoup d'interruptions de service et de pertes de revenus pour beaucoup de sociétés et d'environnements. Mais ça vous semble une surprise explicable ? Parce qu'on se dit, bon, les hyperscalers, a priori, c'est le choix de la sécurité. Et en fait, pas toujours. Parce que ça nous arrive malheureusement régulièrement de commenter des pannes d'hyperscalers, d'ailleurs. Ça arrive de temps en temps et ça va continuer d'arriver puisque la perfection n'est pas de ce monde. Les bonnes pratiques consistent à redonder tous les éléments d'une architecture informatique, qu'elle soit hébergée chez vous ou que vous l'ayez fournie à un sous-traitant. Donc assurez-vous que vos sous-traitants, comme un hyperscaler, sont également redondants pour vos environnements informatiques, mais un souci peut toujours arriver, un grain de sable peut arriver et on peut avoir l'événement boule de neige. Donc la recommandation de Keepit et des éditeurs de protection de données, c'est d'avoir toujours une sauvegarde de vos données disponible dans un environnement séparé de votre environnement de production pour pouvoir l'utiliser en cas d'indisponibilité de votre production principale. Parce qu'en fait, on pense cloud, on l'associe un peu à sauvegarde. On se dit, mes données sont gardées, donc protégées comme ça à distance sur des serveurs. C'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pas toujours le cas. Dans le monde du SaaS, qui est donc le Software as a Service, donc le segment le plus important du cloud et celui qui est en plus forte croissance, on va faire héberger on va utiliser son application comme un service chez un fournisseur qui vous met à disposition l'application. Vos données sont chez ce fournisseur, mais il y a un système de responsabilité partagée. Si la sécurité des données, la disponibilité, les performances sont de la responsabilité de l'éditeur SaaS qui peut utiliser AWS ou un hyperscaler, eh bien la responsabilité de la sauvegarde des données est chez le client final. Donc c'est de la responsabilité du client d'être sûr qu'il a une bonne sauvegarde de ses données utilisables en cas de défaillance de son sous-traitant de production de son application SaaS. Maître Mathias, c'est toujours évident ça, cette question des responsabilités. Qui est censé protéger quoi ? Qui est responsable en cas de défaillance ? Alors, c'est la question qu'on se pose dans les contrats. Hein. C'est vraiment le point, et cet exemple remet en exergue l'utilité des contrats. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une annexe qui s'appelle les SLA en anglais, donc les niveaux de service. Et dans les niveaux de service, il y a la disponibilité ou l'indisponibilité, quelles sont les pénalités ou autres. Donc là, il doit y avoir plein de clients qui sont en train de relire leurs conditions de niveau de service, de niveau de service, en se disant est-ce que les pénalités ne sont pas dérisoires aussi ? Parce qu'on vient de le dire, il y a un impact financier très conséquent. Il y a un impact aussi sur des questions de sécurité, parce que comme ça vient d'être dit, la réglementation sur la protection des données dit que c'est le responsable de traitement et le sous-traitant
qui doivent définir des mesures de sécurité organisationnelle, technique et juridique. Donc, un partage des responsabilités, toujours la question qui se négocie. Je dirais bien connaître quand on est son client, quelles sont les données qu'on héberge, à qui on les confie, comment elles sont redondées. Très important, effectivement, d'avoir des plans de continuité d'activité pour avoir une redondance. Cet événement remet en exergue la nécessité de redonder, la nécessité de ne pas être en dépendance économique et pas de tout confier au même prestataire, quel que soit effectivement le nom, la marque ou autre. Ça peut sembler hyper rassurante. Cyril, vous confirmez, j'imagine ? Vous vouliez réagir ? Tout à fait. Les bonnes pratiques consistent à redonder tous les éléments de la chaîne informatique, d'avoir des sauvegardes fraîches et à jour, et si on a mis en œuvre un plan de reprise d'activité ou de continuité d'activité, eh bien de le tester régulièrement. Ne pas oublier qu'il faut le tester. Julien aussi, tu voulais réagir ? Oui, bien sûr, parce qu'on a parlé de responsabilité juridique, on a parlé aussi de conséquences économiques qui vont se chiffrer probablement en milliards. C'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais en gros, il y a les dépenses qui ont juste été retardées. Comment on fait pour évaluer finalement le coût sur l'activité ? Alors ça prend du temps, parce qu'il y a les dépenses qui ont été retardées, mais qui seront quand même réalisées, et puis il y a les dépenses qui sont clairement perdu parce qu'on a perdu le moment de consommation finalement. Donc ces dépenses-là, on a des modèles nous en économie qui nous permettent de savoir par rapport à un fonctionnement normal de l'activité quelle est la rupture qui a été opérée et donc quelle est finalement la disruption en fait sur le continuum qui a été réalisé du fait d'une panne qui est exceptionnelle. Et donc on arrive à reconstituer un petit peu comme ça quel est le manque à gagner. Et puis il y a effectivement tout un ensemble de coûts, notamment de coûts juridiques si jamais il y a des entreprises qui restent en justice pour justement ce droit des contrats qui n'est pas toujours extrêmement bien connu, maîtrisé par les différentes parties prenantes et qui peuvent derrière occasionner finalement des dépenses qui n'étaient pas prévues au départ du point de vue des entreprises. Et puis derrière, il y a une autre question à se poser. Je vais juste faire réagir peut-être Garance Mathias sur... Est-ce que vous voyez ça des affaires Ah oui. Oui, de plus en plus, puisqu'il y a déjà les conditions de niveau de service sont souvent peu où on ne calcule pas en fait. Il y a des formules de calcul plus ou moins complexes dans ces annexes. Et il faut vraiment que l'entreprise cliente connaisse cette formule et sache si elle n'est pas dérisoire par rapport aux données confiées. Donc, il y a déjà un principe de réalité. On n'entend pas parler d'affaires avec des hyperscalers qui payent des dédommagements à la suite de panne. Hein. Alors, pas arrivé jusqu'à mes oreilles, en tout cas. Il y a effectivement, puisqu'en fait, ça va dépendre du temps, de la temporalité. Est-ce que c'est dérisoire ? Ça, je rejoins effectivement ce qui vient d'être dit sur effectivement les pertes d'exploitation, sur aussi les conséquences, ça peut être des conséquences aussi d'image. Je ne rends pas un service, ça peut impacter mon image. Donc, on a différents niveaux de préjudice qui peuvent être directs, pas de disponibilité, pas d'accès. On voit bien le côté direct. Moi, client, je subis. Bah oui. Donc là, engagement du contrat, engagement des niveaux de pénalité. Est-ce que les pénalités seront suffisantes ? Est-ce qu'il y aura de la responsabilité ? Je pense effectivement, je vois tout le monde autour de la table qui dit non, mais oui, voilà. Je pense qu'effectivement, ça va être un enjeu des débats. Ça peut se résoudre à l'amiable. Tout ne va pas devant les tribunaux. Encore heureux, il y a quand même la France amiable. Mais avant toute chose, avant de parler de difficultés, de contentieux ou d'amiable, lire les contrats, challenger les annexes, challenger effectivement les pourcentages de disponibilité, d'indisponibilité et ces pénalités. Voilà. Julien, oui. Non, pourvu que ça occasionne de bonnes pratiques aussi, en vérité. On a parlé de redondance, on a pu parler de multi-cloud, mais en gros, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce et évidemment, que là, on voit notre niveau de dépendance. De dépendance vis-à-vis de solutions technologiques qui, en plus de ça, sont parfois fournies par des intérêts étrangers qui, pour l'instant, sont des intérêts partenariaux, mais qui pourraient un jour peut-être devenir des intérêts adverses, qui pourraient nous faire du chantage à la livraison de ces services. Donc, en vérité, oui, il y a tout un tas de bonnes pratiques qui peuvent émerger du fait d'une indisponibilité technique et technologique qui nous montre en fait nos vulnérabilités et qui occasionne en fait des stratégies pour pouvoir y répondre à l'avenir. Alain Staron nous a rejoint, merci beaucoup. Alain, donc déjà, patron d'une start-up, juste, vous avez été touché par la panne d'AWS ? À la marge. À la marge, mais quand même. En fait, pas nous, mais nos partenaires qui fournissent des services. Oui. Et donc, on n'a pas pu, nos partenaires ont pu exécuter le service que nous demandions de faire. Deux choses. C'est impossible de négocier avec un hyperscaler sur le montant des pénalités en cas de problème. Et c'est effectivement absolument dérisoire. En gros, ils calculent combien, eux, de moins, ils devraient nous facturer. Sauf heureusement qu'on gagne plus que ce qu'ils nous facturent, sinon on ne vivrait pas. Donc, le sujet est juste impossible. Deux,
Être à la fois sur Amazon et Azure, nous on est sur Azure, être à la fois sur Amazon et sur Azure, c'est un coût de complexité phénoménal. Donc moi j'ai une autre alternative qu'on a mise en place. Pourquoi on a été peu touché? Parce qu'on fait tout à l'edge. Donc tout peut se déconnecter, ça continue à marcher. Le seul truc qui marche plus difficilement, c'est les alertes auprès des particuliers, enfin auprès des utilisateurs. Et là, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trois manières de faire, toutes indépendantes. On fait des notifs Google, Apple, on fait des emails Outlook, voilà, et on essaie de faire des choses qui sont totalement redondantes. Sur l'aval, sur le métier lui-même, ma reco, c'est quand même d'être le plus possible à l'edge, c'est-à-dire être indépendant de tous ces gens. C'est un peu ce que dit Cyril Valnac, qu'on va bientôt libérer, hein, mais les PME sont particulièrement vulnérables, je veux dire, face à ces défauts de redondance, de résilience, de sauvegarde. Ah, tout à fait. Souvent, les PME n'ont pas les moyens informatiques d'une grande entreprise, donc elles vont déléguer à des sous-traitants, elles vont s'adresser à des managed service providers, des fournisseurs de services, et elles doivent s'assurer que leurs sous-traitants ont mis en œuvre toute la redondance nécessaire, et comme le disait l'intervenant précédent, le fait d'avoir plusieurs canaux pour communiquer ou pour gérer ces traitements et ces processus. Je voulais ajouter quelque chose aussi d'important dans la sécurisation des données. Il y a la disponibilité, il y a les données elles-mêmes, mais il y a aussi l'aspect souveraineté qui est de plus en plus important, comme on le sait depuis plusieurs mois. Et c'est important aussi de regarder si les données que l'on confie à un sous-traitant vont être exemptes de fuite possible vers un État qui est en dehors de l'Union européenne. Absolument. Eh bien, c'est comme ça que, justement, on se rappelle que être chez un hyperscaler ne met pas forcément à l'abri, qu'on mesure nos niveaux de dépendance. Et donc, l'intérêt aussi de cet IRN, cet indice de résilience numérique dont on a parlé dans Smartech, notamment avec Yann Lechel. Merci Cyril. Pardon. Oui, je vous libère. On va continuer notre débrief. Merci pour votre intervention. On a quelques-uns de très gros clients qui sont du CAC 40 et ailleurs qui nous demandent d'être hébergés sur leur serveur. Ouais. Donc, en quel cas, le problème est réglé. Enfin, en tout cas, vis-à-vis d'eux, c'est leur salle des machines. Donc, on va vers là. Ouais. Garance. Alors, peut-être, je rejoins, effectivement. Alors, sur la difficulté de négocier un contrat avec un hyperscaler, oui, c'est une réalité. Après, c'est aussi ce qu'on appelle aussi, quand il y a de la dépendance économique, quand il y a un poids économique, des contrats d'adhésion. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire, à l'écrire. L'avocat à dire, c'est que les mots qui restent. Donc, à l'écrire en disant « je ne peux pas négocier ». C'est important puisque le contrat d'adhésion, y compris entre professionnels, est reconnu. Et cette nullité est reconnue. Donc, je fais des raccourcis volontairement, mais il faut rajouter la petite clause comme les assurances. Voilà. Il ne faut pas hésiter à le dire. Je vais le faire. Il ne faut pas hésiter à dire parce que le côté dérisoire aussi n'a pas lieu d'être une pénalité. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez tous les deux des approches expertes, d'accord. Et aujourd'hui, vous faites toucher du doigt le fait qu'il y a... C'est un vrai conseil, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'il y a un manque de culture numérique aussi dans le tissu économique de ce pays qui nous rend extrêmement vulnérables finalement à des solutions étrangères clés en main, quoi. Ouais, complètement. Et juste un point. Voilà, c'est effectivement la souveraineté numérique, très important de prendre en compte. Les nouveaux textes qui vont arriver, on a beaucoup parlé, que ce soit Nice 2 ou autres, vont effectivement dans ce sens. Autre point très important, c'est la clause d'audit. Il ne faut pas hésiter à interroger la chaîne de sous-traitance. Ça peut être un audit documentaire, je sais pas, voilà. Et par rapport à votre niveau, aux données qu'on confie, on revient toujours solution cas par cas où je mets le curseur. Et le contrat, encore une fois, se négocie quelle que soit la taille, et en tout cas en mettant vos propres garde-fous, sur les choses et sans partir sur des négociations intenables. Le caractère dérisoire aussi est écarté. Hein. Voilà, une pénalité. La consultation, vous continuerez en cabinet. Voilà. Mais j'ai ce qu'il faut. Merci pour le beaucoup. Delphine. À l'ensemble de ceux qui nous écoutent. On va passer à notre autre sujet, ce plan de rémunération le plus généreux jamais accordé à un patron. Enfin, je parle comme ça, mais en vrai, tout ça est soumis à plusieurs conditions. D'abord, il faut que ce soit voté, parce que ce programme est mis au vote des actionnaires le 6 novembre. Et puis, c'est conditionné aussi à la réalisation d'objectifs. Objectifs atteignables, pas atteignable. Et bien justement, on va poser la question à Julien Pillot. Parce que Julien Pillot, il dispose d'une DeLorean, il a vu le futur. Mais Julien Pillot, il connaît le business model de Tesla, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment le conseil d'administration de Tesla qui a proposé à Elon Musk un plan de rémunération sur 10 ans qui peut dépasser donc les 1 000 milliards de dollars, à condition que l'entreprise atteigne une valorisation boursière, donc qui serait un record de 8 500 milliards. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en droit
douter un petit peu. Ok. Néanmoins, tout n'est pas complètement farfelu. Il y a effectivement des clauses qui nous paraissent extrêmement difficiles à réaliser. Et puis amener Tesla à une valorisation de 8500 milliards, quand on voit un ralentissement des ventes de véhicules électriques et de batteries, quand on voit aussi le pseudo-flop, en tout cas le lancement en demi-teinte des robots Optimus, ce genre de choses, on est en droit légitimement d'en douter. Il n'en demeure pas moins que il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent quelque part amener à nuancer un petit peu ce tableau-là. La première, c'est déjà un conseil d'administration qui est entièrement acquis à la cause d'Elon Musk et qui peut quelque part chercher à dégager tous les moyens possibles et imaginables, y compris sur le plan managérial, pour l'aider à atteindre ses objectifs, d'une part, et d'autre part, il y a... C'est quand même motivant quand on a ça comme promesse. C'est très motivant. Et puis, il y a aussi, et ce qu'on a tendance parfois un petit peu à oublier, c'est que Tesla, finalement, ce n'est qu'une brique, alors peut-être la plus importante d'entre elles, mais une brique d'un écosystème qui est beaucoup plus vaste, qui est l'écosystème d'Elon Musk, avec SolarCity, qui est maintenant Tesla Energy, avec évidemment Neuralink, SpaceX, etc. Et qu'en vérité, cet écosystème-là commence à ressembler à un écosystème qui est too big to fail, avec trop d'intérêt en jeu pour prendre le risque que ça puisse échouer. Donc, il peut y avoir dans cet écosystème, au sens très large, tout un tas d'intérêts financiers, technologiques, politiques également, qui poussent en faveur de la réussite de ce plan-là. Et on pourrait, sans atteindre les 1500 milliards... Au-delà de Tesla, c'est ça ? Au-delà de Tesla, parce qu'il y a des ramifications assez évidentes entre les différentes entreprises d'Elon Musk et notamment des facturations parfois croisées, et puis des contrats publics qui pourraient abonder dans les prochaines années, qui pourraient permettre aussi de contribuer à donner à Tesla et à l'écosystème Elon Musk la puissance nécessaire pour atteindre certains de ses objectifs. On n'atteindra peut-être pas les 1500 milliards, mais je prends le pari que la valorisation de Tesla dans 5-6 ans sera au-dessus des 1400 milliards d'aujourd'hui. Je note. Plus 1400 milliards. Tu me DeLorean, en fait. Alain, qui connaît bien ce marché de l'automobile. Oui, en particulier, mais bon. La première chose, c'est que si on veut garder Elon Musk, il faut faire ce qu'il faut. Et la deuxième chose, c'est pourquoi on veut garder Elon Musk, parce qu'apparemment, personne d'autre serait capable de faire ce qu'il fait. Donc, je suis actionnaire, j'ai mis de l'argent... De faire ou de le raconter, de le vendre? Non, mais la valorisation de Tesla aujourd'hui, elle escalait. Elle n'est pas racontée. Mais c'est une valorisation. C'est un fait. Oui, c'est une valorisation, mais on parle que de valorisation. Donc, effectivement, il y a deux leviers. Le premier, c'est quelle valorisation? Aujourd'hui, la valorisation de Tesla, elle est incroyable. Il n'y a pas un fabricant d'automobile qui dit c'est normal. C'est juste anormal, mais c'est le cas. Donc moi, je suis actionnaire. Je me dis, il a fait dans la voiture un truc réputé impossible. Je veux qu'il continue. Bien. Et pour ça, comme on voit qu'Elon Musk qui fait 10 milliards de trucs et puis on n'arrive pas à le canaliser, on le rémunère assez pour le canaliser. Moi, j'ai juste un doute sur le fait, est-ce que 500 milliards, 1000 milliards, ça change quoi que ce soit? Bon, à part, je sais rien, mais moi, ça me dépasse. Mais bon, peu importe. La purement mécanique, l'économie dit, ben voilà, je veux être valorisé 8500 milliards, c'est un objectif ultra ambitieux, il peut éventuellement l'atteindre, et effectivement, rien n'est écrit aujourd'hui, mais c'est son job. C'est le job de tous les entrepreneurs de faire des choses réputées impossibles. Donc, je te mets un truc impossible, tu t'appelles Elon Musk, tu m'as montré ce que tu savais faire, montre-le-moi encore. Très bien, imaginons qu'il y arrive. Qui va racheter des actions chez Tesla qui valent 8 milliards et demi? Enfin, 8500 milliards. 8500, oui, milliards. En fait, c'est probablement une valorisation qui n'est pas liquidable, enfin, comment on dit, qui ne peut pas s'exercer en liquidité. Donc, c'est de la pure théorie. C'est de la pure théorie. Et même pour les actionnaires, c'est un jeu de dupes entre eux. Je me mets dans 10 ans. Enfin, aujourd'hui, qui rachète Nvidia? Personne. Qui rachetait Apple? Personne. Donc, OK, ils vont atteindre des positions stratosphériques. OK, il sera virtuellement très riche. Mais il ne pourra rien en faire. Au-delà du montant dans l'absolu pour lui, même pour les actionnaires, ça va devenir trop cher. Donc, je me demande si c'est pas un peu idiot comme raisonnement de se dire, OK, je suis assis sur un tas d'or, mais cet tas d'or, je ne le toucherai jamais parce que personne ne va m'acheter des actions à ce prix-là. Garance, un mot là-dessus? Oui, les définitions des objectifs, tout simplement, puisque cette rémunération est assise sur le respect des objectifs. Ce qu'on a pu lire, c'est qu'actuellement, les objectifs ne seraient pas très précis, justement, puisque c'est lié à la personne même, à la personnalité même, c'est même plus d'Elon Musk, et sur le fait qu'ils doivent consacrer du temps. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire, consacrer du temps? Ça, c'est un enjeu. Oui, il doit privilégier finalement dans toutes ses activités. Donc oui, alors comment
Comment on le mesure? Comment on le mesure, comment on gère. Les objectifs sont, a priori, doivent être qualitatifs et quantitatifs. Il y a effectivement des organismes tiers qui s'élèvent pour inciter le conseil d'administration à ne pas voter. Donc, il y a quand même une critique. Oui. Mais le conseil d'administration et les actionnaires vont être souverains dans le cadre de la gouvernance de la société. Donc, le vote n'a pas eu lieu. On verra s'il n'y a pas des ajustements de dernière minute. On verra, mais... Une question sur la définition des objectifs. Pardon, tout est hors norme, en très fait. simple, c'est Oui. la Valo. C'est la Valo. Valo. Il est très clair, 8500 milliards. C'est très factuel pour le coup. Hein. Moi, je me dis, en tant qu'actionnaire, alors il y a la question. C'est son job. On peut pas. Il y a la question, Alain, effectivement, de quel est l'intérêt si je peux pas finalement tirer les fruits de mon investissement. Mais il y a aussi un moment, qui va arrêter Elon Musk? Je veux dire, quand on arrive à ces niveaux de puissance, de pouvoir, on est déjà sur Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Demain, ça devrait interroger aussi sur ce pouvoir démesuré qu'aura un homme. Démesuré et une volonté aussi de qui reste à la tête et qui mobilise ce temps, parce que c'est vraiment de la mobilisation du temps sur Tesla. Après, les autres conseils d'administration des autres entreprises qui ont été citées, ils sont libres aussi de proposer. Non, mais c'est vrai que c'est too big to fail. Il commence à y avoir trop de gens, des personnes physiques ou morales, qui sont extrêmement intéressés à la survie et à la réussite d'Elon Musk. Ouais. Jusqu'à quand? Parce que ça, c'est le principe de la bulle. À un moment, ça éclate. Bon. Ou pas. Alors, est-ce que ce sera un flop? J'essaye de faire une transition avec notre dernier sujet. Merci beaucoup. Les échecs de la tech sont exposés jusqu'au 17 mai 2026. Je me dis qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en vacances. C'est le moment d'aller au Musée des Arts et Métiers à Paris pour l'exposition Flop, donc consacrée au raté de l'innovation. Voilà, avec cette idée que ça interroge en fait sur ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'on apprend de l'échec, voilà, comment fonctionne la mécanique finalement de l'invention et du progrès. Et on a 1 minute, presque pas, chacun pour choisir notre flop préféré. Garance. Alors moi, j'avais pensé il y a une dizaine d'années le lancement des Google Glass, qui avait soumis énormément de problèmes sur la vie privée. Alors je rejoins sur ma passion sur les données à caractère personnel, mais effectivement, indépendamment du coût économique, indépendamment, c'était aussi une rupture technologique. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'innovation derrière. Moi, je trouvais ça génial. Mais effectivement, ça a été un flop. Oui, voilà. Voilà. Après, les lunettes connectées reviennent. Tout n'est pas. Oui, c'est pour ça un flop. Mais maintenant, on en tire des expériences aussi. Un échec, on peut effectivement permettre d'avancer. Les technologies évoluent. Le cadre juridique serait peut-être mieux respecté aussi qu'à l'époque. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Julien. Il y en a tellement. Mais peut-être le métavers selon Meta. Le métavers selon Meta, peut-être. Déjà un flop déjà un flop, ou alors très en avance de phase. L'avenir nous dira peut-être si on ira tous, façon Ready Player One, nous connecter avec nos avatars virtuels dans des univers partagés. Mais pour l'instant, très en avance de phase, des technologies qui ne sont pas encore matures pour pouvoir se faire, des usages qui n'existent pas et qui peinent à émerger, et une économie qui est complètement à bâtir, en fait. Donc pour l'instant, très en avance de phase. Flop ou pas flop, ça c'est l'avenir qui nous le dira. J'en parlerai parce que je reçois le patron de Meta France, là, dans Smartech. Je lui parlerai, je lui poserai la question s'il pense que c'est déjà un flop. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'ils disent oui, mais bon. Alain, un flop. Pas de flop, des flips. Un flop mémorable. Un flip mémorable? Des flips. En fait, un des flips. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un flop, mais vous l'avez dit tous les deux. Un flop, c'est un truc qui marche pas jusqu'au jour où il marche. Oui. Donc moi, je refuse de parler de flop. Oui. Un flop, d'abord, on apprend plein de trucs, donc je veux pas de connotation négative. C'est l'idée. Et c'est une erreur qui peut se transformer en succès demain. Donc j'ai pas de flop, j'ai que des flips. Est-ce que Minitel était un flop? Moi, j'ai un flop, mais... Est-ce que Minitel était un flop? Non, mais sauf qu'aujourd'hui, rétrospectivement, ils auraient fait d'ailleurs. Il nous reste 1 minute. Non, voilà, moi je veux rester là-dessus. Aucun flop. Il n'y a pas de flop, des flips. Des erreurs provisoires sur lesquelles on peut rebondir. Ok. Alors, juste petit clin d'œil à Émilie qui prépare cette émission avec moi. Pour elle, le flop, c'est le mini-disque qu'elle adorait quand elle était enfant. Et pour moi, le flop, c'est le WAP, parce que ça symbolise les errances des opérateurs de téléphonie mobile à une époque où on se disait quelle sera la meilleure interface. Alors on a essayé de créer la nôtre, on a essayé de copier les Japonais, on a regardé tout ce qui se faisait partout, et puis finalement c'est Apple qui est arrivé, et c'est iOS qui a gagné la bataille.
Et on s'est complètement planté. Et c'est un peu l'histoire de beaucoup de techno, je trouve, ici, en France et en Europe. Voilà, je voulais terminer sur une note positive. C'est raté. Merci beaucoup. Garance Mathias, avocate à la Cour. Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. Et Alain Staron, PDG d'Artifit, d'avoir été avec moi pour ce grand débrief en direct sur la chaîne Bismart. On se dit à très vite, à la semaine prochaine pour le prochain direct. Mais entre-temps, il y aura d'autres émissions de Smart Tech à regarder. À bientôt.